Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, ce dimanche du 1er décembre 2024, les pays membres de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, s'engagent à se regrouper au sein d'une confédération. C'est ce qui ressort du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu ce samedi à Arusha, en Tanzanie. Le Tchad met fin à l'accord de coopération en matière de défense avec la France. Le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby, estime que l'accord en question est devenu obsolète. À Maurice, le nouveau gouvernement remet en question l'accord avec la Grande-Bretagne concernant les îles Chagos. Le Premier ministre Ramgo Alam affirme qu'il a le sentiment d'être tenu dans l'ignorance. Bienvenue encore. Les chefs d'État d'Afrique de l'Est ont lancé samedi un nouvel appel en faveur de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais les perspectives restent sombres à la suite d'un sommet régional marqué par l'absence du président congolais Antoine Félix Tshisekedi et le départ anticipé de son homologue rwandais Paul Kagame. Dans ses résolutions, le sommet a demandé au gouvernement du Rwanda, du Soudan du Sud, de Tanzanie, de la République démocratique du Congo et de Somalie de s'engager dans des consultations alors que la région s'oriente vers une plus grande intégration. Le nouveau président de la communauté, le Kenyan William Ruto, a déclaré que les travaux doivent être accélérés pour former les États-Unis d'Afrique de l'Est, le Burundi, le Kenya et l'Ouganda ayant déjà achevé leur consultation nationale sur la question. To begin the journey to think about how we can harness this East African community from where we were, the journey towards a customs union, moving into a common market that we are working on, and all our ministers today are working in concert to make sure that we consolidate this market, moving into a monetary union, and eventually into what now we are working on, into a political confederation on our way to a political federation. I must commend Burundi, Uganda and Kenya, who have already undertaken public consultations on the Confederation, and also to commend Rwanda, Tanzania and South Sudan for having already set dates for political consultations. La décision a fait naître l'espoir parmi les observateurs du sommet qu'une union des pays de l'Est et de la Corne de l'Afrique est en cours de réalisation, car lors de discussions préliminaires de la veille, ça veut dire vendredi, les présidents Ruto et son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni avaient souligné la volonté d'une fédération qui date déjà depuis 60 ans. Les chefs d'État ont également demandé à la République démocratique du Congo et à la Somalie, les tout récents membres, de nommer des experts constitutionnels au secrétariat de l'EAC d'ici le 31 janvier 2025. Un communiqué lu à la fin de la réunion à huis clos de la communauté d'Afrique de l'Est à Arusha en Tanzanie
a seulement affirmé la nécessité de combiner des initiatives de paix régionales et plus larges pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Le président rwandais Paul Kagame a quitté Arusha peu après la réunion à huis clos. Il n'y a pas eu d'explication de son départ précipité. Le Congo affirme en effet, vous le savez, que le Rwanda a été impliqué dans des crimes de guerre dans l'Est et les experts américains et onusiens l'accusent d'apporter son soutien à la rébellion du M23. Le Rwanda nie cette accusation, mais a admis en février qu'il disposait de troupes et de systèmes de missiles dans l'Est du Congo pour garantir sa sécurité, soulignant le renforcement des forces congolaises près des frontières, près de la frontière. Les experts de l'ONU estiment qu'il y a eu jusqu'à 4000 soldats rwandais au Congo. Et justement, cette semaine, des délégations congolaises et rwandaises se sont réunies encore à Luanda, en Angola, pour discuter de la question de paix, et ils ont signé un plan de désengagement des troupes rwandaises et de la manière de neutraliser les rebelles de FDLR qui combattent le gouvernement rwandais. En marge de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de samedi à Arusha en Tanzanie, le nouveau président de l'organisation, le président kenyan William Ruto, a déclaré que lui et le président ougandais Yoweri Museveni aideraient à servir de médiateurs entre l'Éthiopie et la Somalie dans leurs différends qui menacent de déstabiliser la région de la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie, enclavée, qui dispose de milliers de soldats en Somalie pour combattre les insurgés liés à Al-Qaïda d'Al-Shabaab, a provoqué la colère du gouvernement de Mogadiscio avec son projet de construire un port dans la région séparatiste du Somaliland. Le Somaliland qui, en échange du port, pourrait obtenir une éventuelle reconnaissance en tant que nation indépendante de l'Éthiopie, a eu du mal à obtenir une reconnaissance internationale, bien qu'il se gouverne de façon autonome et jouisse d'une paix et d'une stabilité relative depuis la déclaration de son indépendance en 1991. Cette querelle a rapproché la Somalie de l'Égypte, qui est en conflit avec l'Éthiopie depuis des années au sujet de la construction par Addis Abeba d'un vaste barrage hydroélectrique sur le Nil, et de l'Érythrée et notre ennemi de l'Éthiopie. Parce que la sécurité de la Somalie contribue de manière significative à la stabilité de notre région et à l'environnement propice au développement des investisseurs, des hommes d'affaires et des entrepreneurs, a déclaré William Ruto lors d'une conférence de presse du sommet des chefs d'État de l'EAC. Plusieurs tentatives visant à résoudre le conflit à Ankara, en Turquie, ont échoué. Le bureau du président somalien Hassan Sheikh Mohamud a déclaré dans un communiqué que le président avait rencontré les présidents Ruto et Museveni à marge du sommet, mais n'a pas fait de référence à une éventuelle médiation. Ahmed Mwalimu Fiki, le ministre somalien des Affaires étrangères, a lui déclaré que les résolutions précédentes des dirigeants régionaux étaient tombées dans l'oreille d'un sourd à Addis Abeba, mais il était convaincu que les efforts de médiation en cours par la Turquie seraient fructueux. Le nouveau gouvernement mauricien a ordonné une révision indépendante de l'accord des îles Chagos, plongeant l'avenir de l'accord du Premier ministre britannique dans une incertitude encore plus grande. La nouvelle administration mauricienne, qui a pris le pouvoir après les élections du mois dernier, a déjà exprimé des doutes
Sur les termes de l'accord, le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, Jonathan Powell, s'étant rendu dans le pays pour tenter d'apaiser les tensions. Mais des sources mauriciennes ont depuis déclaré que le nouveau gouvernement avait le sentiment d'être tenu dans l'ignorance à propos de cet accord. Dans une déclaration devant le Parlement mauricien vendredi, le nouveau Premier ministre du pays, Navin Ramgoolam, a déclaré que des détails de l'accord étaient inconnus du nouveau gouvernement tout au long des 2 années de négociations. Le Premier ministre Ramgoolam a annoncé que le gouvernement mènerait désormais un examen indépendant des termes de l'accord dont les conclusions seront examinées par le gouvernement. Le Premier ministre a également déclaré qu'il avait consulté des conseillers juridiques externes au sujet de cet accord. L'accord visant à céder la souveraineté de l'archipel au gouvernement mauricien a été annoncé au début de l'année et des responsables ont déclaré qu'ils sécuriseraient la base militaire anglo-américaine de Diego Garcia. Selon les termes de l'accord, la présence militaire anglo-américaine sur l'île devrait durer 99 ans avec une option de renouvellement et le paiement par la Grande-Bretagne d'une somme d'argent annuelle régulière. Le Premier ministre mauricien, critique de l'accord avant son entrée en fonction, aurait exprimé des réserves persistantes après une réunion avec le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, Jonathan Powell, lundi. En début de semaine, Keir Starmer a défendu l'accord comme étant un bon accord. Il a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse: l'accord de Chagos est un bon accord. Cela garantit la base qui est dans l'intérêt vital des États-Unis et du Royaume-Uni, et nous discutons déjà avec la nouvelle administration mauricienne sur la manière dont nous allons faire avancer les choses. Des critiques ont également été rapportées de la part de la nouvelle administration Trump aux États-Unis. Le choix du président élu pour le poste de secrétaire d'État, Marco Rubio, avertit en octobre que l'accord constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale américaine en cédant les îles à un pays allié à la Chine. Les responsables sont convaincus que l'accord est dans l'intérêt des deux parties et le porte-parole officiel du Premier ministre britannique a déclaré plus tôt cette semaine: nous avons toujours dit que nous étions impatients de dialoguer avec le nouveau gouvernement mauricien et c'est exactement ce que nous faisons afin de faire avancer l'accord. Le gouvernement tchadien met fin à l'accord de coopération en matière de défense avec la France, son ancienne puissance coloniale, afin de redéfinir la souveraineté du pays. C'est du moins ce qu'a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères, Abdrahmane Koulamala, dans un communiqué. Le communiqué précise que la décision de mettre fin à l'accord permettra au Tchad de redéfinir ses partenariats stratégiques conformément aux priorités nationales. Le Tchad était l'un des derniers pays de la région dans lequel la France maintenait une présence militaire importante après avoir été chassée ces dernières années du Niger, du Mali et du Burkina Faso après des années de lutte contre les extrémistes islamistes aux côtés des troupes régionales. Ces pays se sont rapprochés de la Russie, qui a déployé des mercenaires dans tout le Sahel. Et ce dimanche, le président tchadien
Mohamed Idriss Déby a tenu à apporter des éclaircissements sur la dénonciation de cet accord avec la France en matière de défense. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs, parmi lesquels je cite: absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Nécessité de réparation. Il est désormais primordial pour le Tchad de réparer les imperfections dans ses relations internationales. Choisir en toute indépendance les formes et les partenaires de sa coopération internationale selon ses priorités nationales. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le président en exercice de l'Union africaine Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et les 4 autres chefs d'État présents, celui des Comores, le président gabonais, le président gambien, le président de Guinée-Bissau, ont déposé chacun une gerbe de fleurs au cimetière de Tiaroy, proche du camp où se sont produits les événements malheureux le 1er décembre 1944, lorsque les soldats français ont tiré sur les tirailleurs sénégalais qui réclamaient le paiement de l'aide solde. Cette commémoration est la première où la caractérisation officielle des événements par la France concorde avec la conviction commune aux Sénégalais et à de nombreux historiens. Le président Emmanuel Macron a reconnu cette semaine pour la première fois que les forces coloniales avaient commis un massacre le 1er décembre 1944 à Tiaroy, près de Dakar. Les forces coloniales ont ce jour-là ouvert le feu sur les tirailleurs africains rapatriés après avoir combattu avec l'armée française en Europe et stationnés au camp militaire de Tiaroy en vue de leur démobilisation. Appartenant au corps de tirailleurs sénégalais, mais provenant en réalité de toute l'Afrique occidentale et française, ils réclamaient avant leur départ le paiement de l'intégralité de leurs arriérés de solde. De nombreuses zones d'ombre subsistent sur les circonstances du drame, le nombre de tirailleurs tués, le lieu de leur inhumation. Les autorités françaises de l'époque avaient admis la mort d'au moins 35 personnes. Plusieurs historiens avancent un nombre de victimes bien plus élevé, jusqu'à 400. Les 202 tombes du cimetière de Tiaroy, où s'est déroulée une partie de la cérémonie, sont anonymes
et on ignore si elle recouvre des victimes du massacre. Les commémorations vont de pair avec un effort renouvelé pour écrire l'histoire des événements de Tiaroy. Pour écrire l'histoire des événements de Tiaroy, le président sénégalais en a fait un élément constitutif d'une nouvelle relation rénovée avec l'ancienne puissance coloniale et alliée historique avec laquelle le Sénégal maintient des relations économiques et humaines très fortes. Nous sommes en train de faire cet exercice d'inventaire de vérité pour véritablement avoir un partenariat rénové, mais qui ne peut être rénové que dans la vérité et dans l'exhaustivité de la vérité, a martelé le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Grande est mon émotion en cette date et en ce lieu qui nous parle, où des héros africains sans défense, armés de courage, de dignité et de fraternité africaine, ont été froidement abattus. Il s'agissait là d'un massacre. 80 ans après ce crime de masse, le silence de Tiaroy est toujours aussi assourdissant. Les murmures venus d'outre-tombe nous interpellent avec fracas, pendant que l'ampleur de ce crime demeure minimisée et souvent même niée par certains milliers des héritiers de ceux qui l'ont commis. Il s'agissait d'Africains en majorité arrachés à leur terroir contre leur gré pour aller combattre au service de l'empire colonial français d'alors. Ils formaient le régiment des tirailleurs sénégalais. Ils venaient presque de tous les territoires coloniaux d'Afrique occidentale, équatoriale et de l'Est, devenus au moment des indépendances 17 pays. Ils étaient du Bénin, ils étaient du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Tchad et du Togo. La France vient également de franchir un pas important dans la restauration de la vérité, grâce au président Emmanuel Macron, qui m'a adressé une lettre il y a 3 jours pour assumer que les événements de Tiaroy en 1944 ont abouti à un massacre. Je salue son courage moral. Par ce geste, la France accède à une vieille et légitime demande de reconnaissance. Il s'agit d'une avancée appréciable dans le processus de réhabilitation de l'honneur et de la dignité des tirailleurs victimes, à la suite de la déclaration du président François Hollande au cimetière de Tiaroy le 30 novembre 2014, quand il saluait, je cite, la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels la France avait retourné les fusils. Toutefois, il reste encore beaucoup de zones d'ombre de cette histoire, notamment le nombre de tirailleurs exécutés. 2 rapports contradictoires des autorités coloniales parlent de 35 et 70 morts, pendant que d'autres témoignages évoquent des centaines de morts et de nombreux blessés. Les archives réclamées permettront, d'après les chercheurs, de savoir comment on en est véritablement arrivé à la tragédie de Tiaroy. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 1er décembre 2024. Je vous rappelle les titres principaux. Les pays membres de l'EAC s'engagent à se regrouper au sein d'une confédération. C'est ce qui ressort du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu ce samedi à Arusha, en Tanzanie, au siège de la communauté. Le Tchad met fin à l'accord de coopération en matière de défense avec la France. Le chef de l'État tchadien estime que l'accord en question est devenu obsolète. À Maurice, le nouveau gouvernement remet en question l'accord avec la Grande-Bretagne sur
les îles Chagos, le Premier ministre Hamougolam affirme qu'il a le sentiment d'être tenu dans l'ignorance. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Prochain rendez-vous dimanche prochain. Ce sera le 8 décembre pour une nouvelle édition d'Afrique Hebdo. D'ici là, portez-vous bien et passez une très agréable semaine. Au revoir.